Ben, ça fait plaisir de vous parler. Je vous connais très bien. Je regardais les shows de catch quand j'étais jeune que vous commentez. Et J'ai regardé, Eddie, dans mon cellulaire et là, l'entrevue est commencée. Et justement, j'ai vu que tu m'avais écrit dans les années 2010 pour venir catcher à la TOW. Puis je t'avais répondu que c'était pas moi qui s'occupais ah, de ça. Et par après, il y a eu d'autres communications dont je ne me souvenais pas, mais je suis amnésique. De là vient le amnésie, mesdames, messieurs. C'est incroyable qu'après, là, j'arrive pour t'écrire, puis ah, j'ai déjà écrit à Eddie, et tu dis, je suis un grand fan de vous, des commentaires de la WCW. Tout est dans tout. exactement. Moi, la WCW, j'étais super fan. Et j'étais plus fan de la WCW que la WWE. Et surtout, c'est grâce à vos commentaires. Ah ben, c'est C'est les gentil. commentaires qui font tout. C'est les commentaires qui donnent vie au catch. C'est tellement gentil. On voulait, est-ce que je peux te tutoyer? Oui, oui, oui. Et si vous voulez, moi aussi. Bien sûr, on est la même âge. Ah, On a le même âge. Eddie, on voulait te jaser parce qu'on fait un épisode spécial sur la lucha libre. Et dans le temps de la oui, WCW, je disais, c'est qui ça, Lucha? On ne l'a jamais retrouvé, cette dame qui s'appelait Lucha. Mais j'ai un ami d'enfance qui est allé à Mexico City il y a quelques semaines. Et il m'a transmis sa soirée. Ce n'est pas un fan de catch, mais il a pris une expérience style VIP et tout le kit. Et l'idée nous est venue avec la popularité. Ça a toujours été très populaire au Mexique. Mais entre autres, avec la AAA et toutes les autres fédérations, on dirait que c'est encore plus populaire, comme ce l'était peut-être dans le temps de la WCW avec la Parca et tous ces catcheurs mexicains. Mais comment un lutteur français qui a commencé à lutter quand même en 2008 selon Wikipédia, qui était le premier catcheur français à lutter au Japon depuis André le Géant, se retrouve maintenant comme instructeur et catcheur au Mexique. Wow! oui, c'est vrai que quand on parle de lucha libre et de catch japonais, on dit qu'il y a une très grosse différence. Est-ce que moi, à la base, j'étais en équipe de France de lutte et ma spécialité, c'était la lutte gréco-romaine. OK. Et par rapport à ça, ensuite, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur de lutte. Et après, je suis passé au grappling. C'était devenu la mode, le grappling, avec les clés et tout. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et par rapport au grappling, à l'époque, il y avait les vidéos à la mode avant l'UFC. Enfin, il y avait l'UFC et il y avait le Pride et le Pancras au Japon. Pancras Hybrid Wrestling. Et on voyait beaucoup de Japonais qui venaient, que c'était des catch wrestlers. Et nous, en OK. France, la lutte professionnelle, le pro wrestling, on l'appelle catch professionnel. Et moi, Mhm. je vois catch wrestling, je dis waouh, c'est la même chose. Mais moi, je voyais toujours la lutte amateur, la lutte olympique. Moi, je l'ai toujours vu comme les bases de la lutte professionnelle. J'ai toujours vu ça dans mon imagination, dans ma jeunesse, sans vraiment comprendre comment marchait le business. Et en fait, par rapport à ça, je suis parti à Los Angeles m'entraîner au dojo de Antonio Inoki. Mhm. Et c'est par rapport à ça que j'ai débuté au Japon. Et en fait, pour rester aux États-Unis, par rapport au diplôme que j'avais eu en France et l'expérience, j'étais devenu entraîneur de lutte. Il m'avait fait mon visa de travail pour rester aux États-Unis, entraîneur de lutte chez Antonio Inoki. Et après, ça fermait et j'ai travaillé plus au Japon, sa fédération, parce que lui, il avait vendu la New Japan Mhm. et il avait fait l'IGF, que c'était plus focalisé sur le MMA et le shoot wrestling. Et bon, pour faire court, pour pas aller trop loin, moi, en tant que professionnel, mais avant tout passionné de catch, je me suis dit, il faut que j'aille d'un peu de partout. J'avais été en Angleterre et j'avais dit, il faut que j'aille surtout au Mexique, le pays de la lucha libre. Mais moi, Ben j'ai oui. vu toutes ces expériences, le Japon,
l'Europe, le Mexique, pour me former et pouvoir être prêt pour aller sur le gros marché après aux États-Unis. Je voyais ça comme ça. Et en fait, en étant au Mexique, je suis tombé amoureux du Mexique et je suis resté. Et c'est là qu'on va en venir au fait. En fait, la différence du Mexique, Japon, États-Unis, parce qu'on dit souvent, au Japon, le catch, la lutte professionnelle est un art martial. Ah oui, Et qu'au Mexique, on dit c'est une religion. Et en c'est vrai. fait, la lucha libre mexicaine, la différence, c'est que c'est pas, pour eux, c'est plus qu'un business ou un sport, c'est culturel. C'est ancré dans la culture. Moi, mon expérience au Mexique, j'ai travaillé avec tous les promoteurs, que ce soit la AAA, j'ai fait le dernier gros pay-per-view, la Lucha Libre World Cup. Et en plus, je l'ai fait contre le Team Canada, Ah oui, contre PCO. Ouais, moi, j'étais avec le Team Europe, Tom Latimer et Joe Hendry. ben oui. Contre le Team Canada, PCO, Josh Alexander et Vampiro. Wow! Wow! Voilà. C'était quand On a ça? gagné le. C'était il y a 2 ans, je crois. Wow! 2024, je crois. Ouais. C'était Hey! dans un stade de baseball et à Guadalajara, le stade de Los Charos de baseball. Et premier tour contre le Canada, on gagne. Et après, contre le Mexique, contre Pentagone, Laredo Kid et Black Taurus. Wow! Voilà, on avait fini J'ai, troisième de la World Cup. J'en ai vu plusieurs parce que jusqu'à récemment, j'étais avec la TNA. Alors, j'en ai vu plusieurs alors que j'étais là dans les événements spéciaux aux abords du ring pour décrire. Euh, mais dis-moi, avec toute cette expérience-là internationale, j'ai l'impression, dans ce que j'ai lu, l'endroit où tu as passé le plus de temps, c'est au Mexique. Mais oui, j'ai plus depuis le mois dernier, j'ai plus de 16 ans au Mexique. Là, je 16 vais ans! rentrer plus de 16 ans, oui. Wow! Et c'était pas l'idée de base. L'idée de base, c'était rester que quelques mois. C'est fou, hein? Est-ce que ça a été la culture? Est-ce que c'est tout parti de la lucha libre? Et j'imagine qu'après ça, tu as aimé les gens, tu as aimé Ben la oui, température, je sais pas. le style de vie, la température, la facilité de la vie, parce que Mexico City, il y a peut-être 30 salles de lutte professionnelle pour s'entraîner, une trentaine, Wow! de partout. Dans la même rue, à 20 mètres de chez moi, 10 mètres de chez moi, il y a la salle de lutte et de musculation, le gym de Ultimo Guerrero, la légende de la CMLL. Donc, il y a tout, c'est très pratique. Et ce que j'aime beaucoup de la lucha libre, parce qu'en fait, on a quelquefois un mauvais concept de ce que c'est la lucha libre. On croit que c'est que de la voltige. Et en fait, il y a beaucoup de chain wrestling, il y a Ouais. beaucoup de, De de technique. catch wrestling, de technique. Il y a beaucoup, c'était beaucoup aussi au sol. Mais bien évidemment, si on ramène des luchadors de 60, 70, 80 kilos contre des Américains, des Nord-Américains de 120 kilos, ben, ils ne vont pas se mettre à faire du chain wrestling. Ah Ils non. vont se mettre à faire de la voltige pour la différence de poids et de taille. Voilà. Et après, l'anecdote que je voudrais dire, qui est très importante, qu'il y a très peu de personnes qui savent, parce que moi aussi, je travaille dans la commission de boxe et lucha professionnelle, de lucha libre professionnelle, pour les licences. Parce que ici, au Mexique, c'est comme avec la boxe, il y a des licences de luchador professionnels. Pour le vrai? Donc, pour lutter, il faut une licence et il faut passer les examens. Et dans les examens, il faut savoir lutte libre, lutte gréco-romaine, catch wrestling et toutes les blases qui sont le tumbling. Le tumbling, c'est toutes les roulades, les chutes, travailler sur les cordes, courir. Et Wow! bien évidemment, la lutte professionnelle pour avoir la licence. Bien sûr, avec les années, c'est pas aussi rigoureux, c'est pas aussi exigeant, mais il y a toujours les commissions qui sont là pour réguler. Et en fait, la prise de contact commence à droite. Et de partout ailleurs, ou presque partout ailleurs, c'est à gauche. Ah Et en fait, ouais! c'est à droite parce que ça gardait l'essence de la lutte professionnelle française qui se faisait à droite. Parce qu'en fait, en 1863,
La France était occupée par l'armée française, les militaires français, et ceux qui ont enseigné la lutte française, qui maintenant s'appelle la lutte gréco-romaine. Mais la lutte gréco-romaine, la lutte française, ça a été professionnel aussi à l'époque. Et il y avait aussi un mélange de combat, de compétition et de spectacle. Ça a toujours été comme ça, l'essence de la lutte professionnelle, avant qu'on la connaisse comme elle est aujourd'hui. Et donc, les militaires français ont enseigné la lutte française et c'est resté la prise de contact à droite par rapport au Wow. code Napoléon, que les Français faisaient tout à droite et les Anglais faisaient tout à gauche. Oh, boy. C'est incroyable. Et il y a Quelle pas, histoire. oui, oui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent ces histoires-là. Et quand on commence à connaître ces histoires-là, ben, on tombe, du moins, je suis tombé plus amoureux à chaque fois. Moi, je suis très amoureux de l'histoire du catch, de la lutte professionnelle. Euh, et surtout, au Mexique, il y a un truc qu'il n'y a nulle part au monde, les arènes de catch, de lutte. Il y a des arènes construites spécialement pour la lutte professionnelle, dont l'arène à Mexico, c'est la plus grosse au monde, et au Mexique, de 18 000 personnes. C'est l'arène du Conseil mondial, le Consejo mondial de lucha libre, et c'est la plus ancienne promotion de catch du monde, qui va fêter, je crois, ses 93 ans. Wow. Et Wow. ils ont maintenant l'Arena Mexico qui est à environ 18 000. Ça peut monter jusqu'à 20 000 selon comment ils mettent les personnes. Euh, Il y a l'Arena Coliseo de Mexico qui est 5-6 000 personnes, l'Arena Puebla de 5 000 et l'Arena Guadalajara qui est à environ de 6 000 personnes. Voilà, et ils travaillent toute la semaine sur ces arènes. L'Arena Mexico, c'est le lundi, c'est le mardi, vendredi, dimanche. Les très gros shows, c'est le vendredi. Guadalajara, c'est les mardis. Et l'Arena Puebla, c'est le lundi. Et la Coliseo de Mexico, c'est le samedi. Mais il y a de quoi chaque soir? Et en plus de ça, il y a les shows de la AAA. Oui. Et en plus de ça, il y a tous les shows indépendants. Donc, moi, je travaille beaucoup pour une grosse arène qui est connue, qui s'appelle l'Arena Naucalpan. C'est là où il a été filmé le film Nacho Libre. Ben oui. Et c'est une arène qui existe depuis presque 60 ans. Et Ah, moi, je suis un des coachs. Je suis un des coachs là-bas. Je viens de catcher hier là-bas. Je suis un des coachs. Et ils ont fait le premier reality de Lucha Libre, les IWRG, parce que la compagnie s'appelle IWRG, qui ont cette arène. On a fait les IWRG try-out. Ils ont commencé ça avec la pandémie, vu on ne pouvait pas faire les shows. Et donc, du coup, je suis le juge des try-outs depuis la première édition. Et là, cette année, on en est à la 6e édition. Et la finale, c'est le 29 mars. Et je suis le seul juge depuis la première édition. Voilà, wow. en gros, pour expliquer un peu ce que je fais. Et moi, en fait, mon travail, moi, je suis plutôt dans le chain wrestling parce que moi, en fait, je suis spécialiste aussi de catch wrestling. J'ai fait les championnats du monde de catch wrestling en Angleterre, à Wigan, vers Manchester, parce qu'ils ont remis au goût du jour le catch wrestling par rapport à Billy Robinson Mhm. qui entraînait au Japon. Et moi, j'étais passé par Billy Robinson parce qu'il s'occupait du Inoki Dojo au Japon pour les matchs et tout, pour les combats. Et par rapport à ça, ils ont ouvert la Snake Pit en Angleterre en hommage à Billy Robinson. Enfin, ils ont changé le nom. C'est d'où il venait Billy Robinson, mais c'était le Billy Riley Gym. Ils ont mis en hommage le Snake Pit par rapport à Billy Robinson. Ils ont remis les championnats du monde de catch wrestling. Et moi, j'ai été avec, je ne sais pas si vous connaissez Josh Barnett, l'ancien champion du monde poids lourd de l'UFC, qui est lutteur professionnel aussi. Et c'était mon coach de coin. Et à chaque fois, je vais au championnat du monde de catch wrestling pour, j'y vais surtout pour pas qu'on oublie l'essence de la lutte professionnelle. Et en fait, c'est la terre Wigan et l'Angleterre où est né le chain wrestling. Mais quand tu parles de, est-ce que tu dis bien le catch wrestling? Quand je dis Quel- catch wrestling, c'est la forme de compétition C'est ça, mais qu'il y moi, avait avant. je comprends pas ce que tu veux dire par ça. Le catch wrestling, c'est la lutte libre avec les clés et les étranglements. On gagne soit par tombée, OK? soit par clé, comme les règles de la lutte professionnelle. Sauf que
c'est pas le côté spectacle, c'est que le côté tournoi et combat sportif. Donc, ce n'est pas Et ça, scénarisé? pas du tout. Ça a disparu au fil des années, au fil des décennies, et ils gardent ça, la tradition par l'Angleterre. Wow. Ils ont remis ça, les championnats du monde, pour promouvoir leur style, qui avait été un peu, entre guillemets, disparu, pour le remettre au goût du jour. Et depuis, ils vont beaucoup d'Américains, dont Josh Barnett, l'ancien champion du monde de l'UFC. Parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup travaillé avec Josh Barnett. Je l'ai connu par rapport au dojo de Inoki. Et Josh Barnett fait une compétition très connue, enfin, un spectacle très connu, un show très connu aux États-Unis, qui s'appelle le Bloodsport, sous la Bloodsport. Game Changer Wrestling. Mhm. Voilà. Et moi, je lutte souvent là-bas. Et lui, donc, il va aussi pour promouvoir à chaque fois le catch wrestling et le shoot wrestling. Chaque année, il va au championnat du monde et lui-même, il combat et il ramène une équipe américaine. Ils ont créé une fédération américaine de catch wrestling. Et moi, par rapport à ça, j'y vais pour représenter la France et pour représenter la lutte professionnelle parce que c'était censé être le style de base de la lutte professionnelle. Mais bon, maintenant, ça a tellement changé la lutte, comme on parle de voltige Oui. et le spectacle, qu'on voit plutôt des combattants de jiu-jitsu et de MMA au championnat du monde de catch wrestling. Et je pense que c'est important de voir des lutteurs professionnels, de ne pas oublier l'essence. Et on parle de ça par rapport au Canada. Je m'étais entraîné plusieurs fois avec Harry Smith, le fils du British Bulldog, Mhm. parce Oui. qu'il fait aussi le catch wrestling. La banque Calgary, parce que le hasard, il y a quelques années, j'ai aussi été en Calgary, mais pour faire une tournée de lucha libre qui s'appelle le Mexifest chaque année en Calgary. Et par rapport à ça, je connaissais Harry Smith, on était en contact et tout. Et on est allé s'entraîner en Calgary. Et j'ai terminé à catcher, à lutter chez le Donjon Wrestling avec Bret Hart de match de Booker. Et ça, Wow. c'était mon rêve aussi parce que voilà. Et au final, j'étais au Canada et travaillais pour la famille Hart et m'entraîner avec Harry Smith. Et ça, c'était par rapport à notre connexion qu'on avait avec le catch wrestling, Wow. mais sans savoir. Mais moi, j'étais venu à la base juste pour la lucha libre. Moi, j'ai trois questions pour toi. Tu parles d'entraîneur, Oui. tu parles de catcheur. Ta carrière professionnelle aujourd'hui, le pourcentage est divisé comment entre entraîneur et catcheur? Mais déjà, mais tous les jours, je m'entraîne. Déjà, tous les jours, je m'entraîne. Moi, je suis entraîneur, mais après, je ne peux pas donner des cours dans un endroit particulier chaque semaine parce que je voyage tout le temps. OK. Quelquefois, je suis là quelques semaines. Là, je suis parti, j'étais en Chine et en Europe. J'étais parti 5 mois. J'étais parti en septembre et je suis revenu il y a 3 semaines. Donc, si pendant 5 mois, je ne suis pas là pour donner des cours, Ouais. c'est pas sérieux. Non, je Donc, comprends. moi, ce que je fais maintenant, je donne des séminaires. Ah, Je ouais. donne des séminaires quand j'ai le temps et je viens aider les différentes arènes, promoteurs ou écoles quand ils ont besoin de moi et quand ils savent que je suis là, ben, j'y vais, je suis à disposition. Sinon, quand je m'entraîne tous les jours, enfin tous les jours, je m'entraîne pas en lutte professionnelle. Il y a la musculation, il y a tout. Je Mhm. m'entraîne aussi en lutte gréco-romaine à côté. Mais quand je fais mes entraînements de lutte professionnelle de lucha, ben, je vais avec des amis qui sont des élèves. Et donc, on fait un échange. Donc, on s'entraîne librement parce qu'on est déjà professionnel. Et toujours, je prends du temps pour enseigner les bases de le chain wrestling, le catch wrestling, la lutte gréco-romaine, l'essence. Wow. Voilà, c'est ce que je fais. C'est ce que j'aime surtout. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont à AAA, qui sont à All Elite Wrestling. J'imagine par exemple Bandido, vous connaissez Bandido qui est à All Elite Wrestling. Il y a Commander. Euh, Triple A en ce moment, il y a Pagano et d'autres stars qui sont le champion de la MLW Templario. Et bien, c'est des amis qu'aussi, je leur donne des cours privés. Je leur Wow. donne des cours privés de catch wrestling. Pourquoi? Parce que eux, déjà, les luchadors, ils sont très talentueux, très athlétiques sur leur forme de lutter. Ils sont très complets, mais ils ont besoin de ce côté plus strong style, plus réaliste, plus terre à terre. Et sur ça que moi, je les peaufine, je les Wow. aide.
Dis-moi, Eddie, parle-nous quelques minutes de l'importance du masque. Est-ce que c'est encore important? Ah, mais évidemment, le masque, ça fait tout. Le masque, en plus, c'est la culture par rapport aux guerriers aztèques qui mettaient des tenues, des masques d'animaux pour effrayer. Et donc, ils ont gardé cette tradition de mettre des masques. Et le masque, en fait, le luchador, c'est un super-héros. Eux, ils disent, nous, on a des super-héros en chair et en os. Hmm. En Wow. comparaison aux comics, aux Marvel, nous, on a Hmm. des vrais super-héros en chair et en os. Donc, et c'est faire révéler les jeunes aussi. Quand on voit le masque, la tenue avec les capes et toutes ces couleurs, parce qu'eux, ils mettent un matériel très différent pour les tenues qui brillent. Ils aiment beaucoup tout ce qui brille. Et, et, et aussi, on a l'idée du Mexique. C'est exotique, c'est la chaleur, ça brille. Donc, ça va avec. Et il y a beaucoup de touristes ou de personnes qui sont non initiées ou qui ne sont pas vraiment fans de lucha, qui tombent amoureux de la lucha quand ils voient tout ça, Hmm. tous ces détails. Et C'est exactement ce qui est arrivé à mon ami. Oui, oui, et la plupart des gens, il y a beaucoup de Français, d'artistes, de photographes, qui vont voir la lucha justement pour ça, par curiosité, et ils tombent amoureux de toute cette spécificité, toute cette magie qu'on retrouve dans la lucha libre. Une autre question que j'ai pour toi, Et Eddie, quand la AAA a été un peu, lorsque la WWE a embarqué un peu dans la AAA, comment ça a été perçu au Mexique? ben déjà, là, la AAA marche très bien. Déjà, la WWE a toujours très marché, de partout. C'est la leader mondiale. Le Mexicain est très fier de sa lucha libre, de sa culture. Mais la AAA, en fait, en comparaison, par exemple, du Conseil mondial de lucha libre, le Conseil mondial de lucha libre, eux, par exemple, ils ont toujours fait les 3 rounds, tres caídas. Eux, ils ont des rounds. Le catch mexicain a toujours eu des rounds, Ah oui, je savais pas trois ça. rounds. Voilà. Et la CMLL le fait aussi à la télévision. Quand tu Et dis je trois pense que c'est. rondes, excuse-moi, je te coupe, est-ce que tu veux dire un 2 de 3? Voilà. OK. Il faut gagner 2 rounds sur 3. OK. Ça a été Bon, eux, ils populaire au disent pas. Québec dans les années 70, entre autres, ça. Ouais, intéressant, intéressant. Moi, voilà, je savais pas. Moi, j'ai juste vu le système des rounds en Angleterre. J'avais travaillé pour un promoteur qui s'appelle John Fremantle, une vieille promotion qui s'appelle Première Promotion, et ils font les rounds. Et moi, j'avais affronté Zack Sabre, Mhm. qui est à la New Japan, le champion du Japan. On avait fait 8 rounds. Ils 8 font jusqu'à rondes. 10 rounds. Wow. Après, ça peut être un round qui dure 1 minute, Ben un oui. autre qui dure 4 minutes. Voilà. C'était pas un combat d'une heure, hein. Loin de là. Mais il y avait le système des rounds. Ah, Et je l'avais vu qu'en Angleterre. Je savais pas qu'il y avait au Canada et au Mexique. Et donc au Mexique, ils font tout le temps les rounds quand c'est des petits shows, peut-être des house shows. Mais mhm. la CMLL le fait même pour les shows télévisés. Que la AAA le fait que dans des petits shows en province. Ils OK. ne le font pas à la télévision. Et en fait, la AAA, pourquoi je dis ça? Parce qu'ils s'inspirent beaucoup du catch américain, Mhm. sur la psychologie du catch, le concept, le visuel. Et par exemple, si on regarde AAA, on verra jamais ou très rarement du chain wrestling. Parce qu'il n'y en a pas, c'est pas très populaire. C'est C'est pas ça que je veux populaire, mais dire. eux, ils veulent pas. C'est C'est pas ce ça. qu'ils veulent vendre. C'est exactement ce que je Et voulais en dire. fait, une compagnie de catch, par rapport moi, je parle par rapport à mon expérience, hein. Je Hmm. ne connais pas tout, hein. Mais par rapport à l'expérience que je vois, la compagnie de catch dépend de ce que le promoteur veut montrer, les talents qu'il veut montrer, mettre en avant, et tout dépend de la personne qui travaille pour le promoteur. Dans ce cas-là de AAA, c'était Conan. Ah oui, j'ai travaillé avec Et lui. Conan, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Et Conan s'est beaucoup inspiré de son travail par rapport à la WCW. Ben oui. Donc, on revoit beaucoup de ce qu'il y avait à la WCW, à la AAA, par rapport aussi aux filles
aux Nitro Girls qui dansaient sur le ring, Ben oui. lui, il avait repris ce concept-là à AAA. Il avait beaucoup repris aussi le concept des factions. Mm. Donc, c'est par rapport à ça que AAA a pris ce côté-là. Et, euh, et lui, ça ne l'intéressait pas, le chain wrestling. Non. Mais il y a Donc, de la place pour tout le monde, c'est ça? il y a de la place largement pour tout le monde. Et en fait, pour parler de maintenant que la 2-2 a racheté la AAA, les prix des billets ont énormément augmenté aussi. Il ne faut pas Oh, oublier que la lutte professionnelle, c'est populaire. C'est pour la classe populaire comme la boxe. ouais. La CMLL, avec les gros shows à l'Arena Mexico des vendredis, ils viennent beaucoup, beaucoup de touristes et c'est devenu un peu des shows un peu nice. Mais tous les publics peuvent se mélanger parce que les prix sont quand même accessibles. OK. Donc, ils ont Mais la triple, continué la même chose qu'ils font aux États-Unis, au Canada, d'augmenter les prix. Ils ont fait la même chose avec AAA, quitte à 2 jours avant baisser les prix. C'est ça? c'est voilà, les prix là, ils ont énormément augmenté. J'ai même entendu la WWE en France, ça a énormément augmenté. Ah oui. C'est une nouvelle stratégie qu'ils ont politique. Mais moi, je suis déçu parce qu'au final, en fait, ils s'en foutent du fan, Ouais. les familles. Parce que Parce que c'est pas la même culture et c'est pas la même façon de vivre et c'est pas le même niveau économique, Non. socio-économique. Ça veut dire, et vu que c'est culturel, ça veut dire quoi? Que peut-être le grand-père, le père, la mère vont avec les enfants ou avec les petits-enfants et Mm, peut-être qu'ils vont acheter un petit masque dehors, mm. des petites boissons. Si les prix deviennent inaccessibles, eh bien, où ils vont aller? Ils vont aller sur le catch, la lutte indépendante, Exact. Comme plus ici. qu'aller sur les. Donc, au final, ces changements qu'il y a eu, c'est génial parce que ça a redonné une nouvelle forme de dynamisme sur la lucha libre nationale, sur les arènes en province, et ça a aussi redynamisé la CMLL. Et par rapport à ça, l'arène que je travaillais à l'Arena No Calpan, parce que maintenant, elle était la troisième grosse force mexicaine, et maintenant, elle se dit la deuxième, parce que maintenant, officiellement, AAA, ce n'est plus mexicain, Ah, c'est américain. Eddie, c'est tout le temps qu'on a. C'est vraiment incroyable. Que d'histoires. Tellement content. J'ai appris beaucoup de choses. J'apprécie ta générosité. Ben, je suis content de pouvoir partager ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris, et surtout avec une personne comme vous, une icône, et je dirais même plus une légende de la lutte professionnelle. Et, et c'est génial de pouvoir converser ensemble. Je vous remercie beaucoup de me donner cette valeur. Ben, je l'apprécie. Merci de ton temps et on va sans doute se reparler parce que vu que tu as des contacts là-bas, là, j'ai des choses que je vais te parler à un moment donné pour peut-être faire venir à ma promotion qui s'appelle Simmania. Eddie, merci beaucoup. Avec plaisir, On se avec reparle. plaisir. On se reparle et j'espère que la prochaine fois, on se parlera en face. Ça serait très plaisant. Voilà. Merci beaucoup, Eddie. Bonne fin de journée. Merci et merci à tous les Canadiens. Au revoir. Merci. On Au est revoir. beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi regardés et écoutés en Europe. Alors, salut tes collègues, Ouais. tes amis français. À mes amis français, francophones, belges, il y a tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir, Au Eddie. revoir.